année 2022. Je vous souhaite santé, paix, prospérité et plus d'inspiration. Mesdames et messieurs, vous êtes au cœur de la littérature. Je reçois dans ce numéro l'écrivain, éditeur Elvins Exaucé Gambantilou. Avec lui, nous allons discuter des questions liées au monde de l'édition. Ensuite, nous ferons un tour dans son univers romanesque pour parler de son nouvel ouvrage, Un temps pour toute chose, mémoire d'un enfant de la rue. Mesdames et messieurs, retenez que notre invité est lauréat du prix Dada Béanzin 2019 au Benin. Et actuellement, l'un de ses textes, Le mécanicien, est au programme en classe de CM2 dans le Nouveau Horizon d'Afrique. Installez-vous pour suivre Au cœur de la littérature. Bonjour Elvin. Oui, bonjour Madame Elika. Soyez les bienvenus au cœur de la littérature. Merci Madame. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année? Moi, je vous dis bonne année, santé, paix et plus d'inspiration. En tout cas, ça me bat droit au cœur Madame. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être le lauréat du prix Dada Béanzin 2019? Écoutez, c'est le couronnement d'un travail bien fait que j'ai commencé à faire depuis 2008 parce que je ne suis pas nouveau dans ce domaine. J'ai commencé à écrire depuis, donc aujourd'hui, je suis en train de délecter les fruits d'un travail de dur labeur que j'ai eu à faire depuis plusieurs années. D'accord. Le savez-vous que l'un de vos textes, Le mécanicien, fait partie du Nouveau Horizon d'Afrique du CM2? Oui, on me l'a dit, mais en tout cas, pour moi, c'est un rêve qui s'est réalisé parce que, écoutez, en 2013, j'ai rencontré un vieux poète, paix à son âme, M. Léopold Pidjima Mosono, qui d'ailleurs qui a fait mon enfance parce qu'en classe de CE2 ou CM2, je ne me souviens plus, il était déjà dans l'horizon d'Afrique à cette époque. Lorsque je l'ai rencontré, je l'ai félicité et il m'avait dit quelque chose de prémonitoire qu'un jour aussi mon tour devait arriver. Et aujourd'hui, je suis heureux que sa prophétie s'est réalisée. Donc vous êtes le lieu du roman. On peut le dire, madame. Alors, notre entretien va tourner autour de l'édition, la maison d'édition. Oui. La première question, c'est quoi un éditeur? Un éditeur, littéralement, on vous dirait certainement, c'est quelqu'un qui édite les livres. Et je vais essayer un peu d'expliquer. Un éditeur, c'est un chef d'entreprise, c'est un maître d'orchestre, en fait, qui gère un peu toute la chaîne de diffusion, de fabrication du livre. Donc un éditeur, c'est un homme qui assemble des textes, qui choisit en fonction de sa ligne éditoriale, qui propose pour l'édition des textes, qui diffuse également. D'accord, donc c'est quoi une maison d'édition? Une maison d'édition, c'est une société de fabrication et de promotion des livres. Ok, ça veut dire que ceux qui viennent vers vous, ce sont les écrivains? Oui, forcément les écrivains. Alors comment ça se passe avec Renaissance d'Afrique? C'est une maison, écoutez, une maison d'édition qui existe il y a 6 ans de cela, qui publie de la littérature générale. À côté de ça aussi, cette année, je pense qu'on a ouvert aussi tous les textes parce qu'on a reçu des traités de médecine, des ouvrages de droit. Mais comme depuis un moment, nous étions fermés juste sur la littérature, donc ce qui faisait qu'on n'était pas vraiment répandu, propagé dans d'autres secteurs. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut éditer tout type d'ouvrages, que ce soit la spiritualité, que ce soit des histoires de médecine, je ne sais quoi. Donc voilà. Super alors. Vous êtes basé où? Je suis à Cheval, en Brazzaville, Paris. Chaque tribunal, je suis au Congo Brazzaville. D'accord. Et ça, c'est pour faire la promotion de la maison d'édition ou simplement? Non, pas forcément. Hein. Moi, en tant que chef d'entreprise, je voyage, mais sinon, l'édition existe à Paris. Nous avons pignon sur rue. Et ici, nous sommes en train de vouloir relancer une petite représentation, si on peut dire. Mais sinon, c'est pas quand je me déplace que l'édition aussi doit se déplacer. Non, c'est une société qui existe, qui porte le nom de Renaissance, qui est différente de ma personne physique. Donc, les déplacements n'ont rien à voir avec l'édition que je dirige. Combien d'auteurs congolais avez-vous déjà édité? Je pense que plus d'une centaine déjà. Déjà, si on a 100 auteurs, plutôt 200 auteurs dans notre catalogue, je pense que nous avons la moitié qui sont des Congolais. Et puis le reste, c'est plusieurs nationalités, ce sont des auteurs mitigés. Donc je pense que forcément les Congolais. Avec Renaissance, j'essaie un peu de casser le mythe qui disait que le Congolais ne consomme pas les fruits du terroir ou je ne sais comment. Mais avec Renaissance, quand même, oui. Avec Renaissance, quand même, nous avons eu plus d'auteurs qui nous ont fait confiance que d'autres nationalités. C'est maintenant que nombreux sont en train de venir à Renaissance, mais au début, nous avons eu la chance d'être acceptés par nos frères du terroir. Ah ben c'est super ça. Alors comment se fait le processus? Comment on fait pour envoyer son manuscrit chez vous? Chez Renaissance africaine, c'est un peu partout le même type de cheminement en fait.
l'auteur envoie son texte à l'éditeur en fonction d'abord de sa ligne éditoriale, parce que c'est pas normal que, par exemple, des bandes dessinées soient envoyées là où on édite que la littérature générale. Donc, pour envoyer ce texte, il faut d'abord se renseigner sur la ligne éditoriale. Une fois que l'éditeur reçoit, accuse réception. Et puis, ça dépend en fait de la durée de traitement. Chez nous, par exemple, nous essayons de répondre sur un délai maximum de 3 semaines. 3 semaines, ça Ouais. c'est assez vite. Ouais. Donc, après 3 semaines, que ça soit accepté ou pas, on essaie quand même de renseigner surtout les jeunes auteurs, parce qu'on ne peut pas dire que le texte a été ou plutôt refusé sans donner en fait les motifs de refus. Donc, nous essayons quand même de renseigner sur ce pas-là. Une fois que c'est accepté, on envoie quand même le contrat d'éditeur à l'auteur. Et puis après avoir signé ce contrat, là débute le processus éditorial. Parce que tant qu'on n'a pas signé de contrat, on ne peut pas aujourd'hui croire ou espérer qu'on peut être édité par Renaissance. Ce qui nous lie avec l'auteur, c'est le contrat d'édition. Donc on peut soumettre le texte chez Renaissance, mais tant que le contrat n'est pas signé, on ne peut pas espérer cela. Donc une fois que le contrat est signé, il faut compter 3 mois pour que son livre soit publié. 3 mois, mais 3 mois c'est assez rapide. Maintenant, après, qu'est-ce que vous proposez dans ce contrat-là? Ben, ça dépend en fait. Si le texte est carrément... Pour un roman, par exemple. Pour un roman, ça c'est la littérature générale. Et puis nous proposons un contrat de type acompte éditeur, mais avec une petite participation forcément sur des petites commandes qu'il faut commander aussi. Alors, on peut quand même savoir, ça combien? Ben, C'est souvent, taxé? non, le prix n'est pas spécifique. En fait, ça dépend en fait du nombre de pages. Par exemple, si vous éditez chez nous un livre de 40 pages et à côté votre confrère fait 200 pages, c'est pas le même prix. Donc, tant qu'on n'a pas encore fait la mise en page, on ne peut pas déterminer. Déjà, vous ne payez pas, vous achetez juste quelques exemplaires de votre livre. Et tous les services sont offerts. Et donc, vous gérez la diffusion, la distribution. Et le référencement. Ouais, c'est surtout ça, actuellement avec le numérique. Ouais, c'est toujours ça. Il faut s'arrimer carrément à la marche. Ouais. Et au niveau du Congo, vous ne rencontrez pas beaucoup de problèmes avec la distribution? Bah, si, au Congo, ça pose problème. Le premier problème de l'édition congolais, c'est vraiment ce problème de référencement d'abord. Déjà, quand le livre est publié voilà, dans un pays, il faut bien que ça soit d'abord validé au niveau de la Bibliothèque nationale de ce pays-là, local bien sûr. Ici, nous avons la Bibliothèque nationale du Congo, qui déjà, si vous arrivez là-bas, ils ne connaissent pas le nombre de livres publiés au cours de l'année. Ah, c'est dommage. Ça, déjà, c'est un problème. Et puis à côté, on n'a pas vraiment, au niveau des librairies, ici, on n'a pas des librairies qui ont des sites internet où on peut commander le livre. Donc ici, c'est un peu de façon archaïque, quoi. Mais comment vous faites? Ben, ce que nous faisons, c'est que nous avons un partenaire avec la FNAC en Brazzaville qui est là. Mais demain, c'est qu'ils n'ont pas de site internet. Vous ne pouvez pas savoir que les livres de M. Elvez ou les livres de Renaissance sont disponibles là-bas. Donc après, nous essayons un peu de travailler un peu de façon traditionnelle, on va dire. Tout à fait. Nous faisons des dépôts-ventes dans des librairies. Et après, nous avons une page Facebook que nous essayons d'animer pour donner l'information que les livres sont disponibles. Mais on voit que Renaissance d'Afrique est assez structuré, c'est très bien. C'est bien prisé quand même au niveau des lecteurs, je pense que nous sommes très bien acceptés. Ah, l'épineux problème des écrivains congolais, c'est celui qu'on va soulever tout de suite, c'est que les écrivains se plaignent, que les éditeurs, on dit ça comme ça, que la majorité des éditeurs ou les maisons d'édition sont des escrocs. C'est pas un beau mot, mais bon. Ils sont plutôt véreux, mais après ça dépend en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éditeurs sur la place de Brazzaville qui acceptent, comme on dit, qui acceptent de vendre l'ours, c'est pas la peau de l'ours plutôt, sans avoir l'ours en fait comme tel. Aujourd'hui, chez Renaissance, nous ne pouvons pas accepter un manuscrit ou nous ne pouvons pas donner une facture sans connaître au préalable, sans avoir fait l'expertise. Alors qu'ici, il y a des éditeurs qui comptent que l'édition, donc une fois qu'ils ont des manuscrits, ils veulent carrément arnaquer les auteurs. Mais chez nous, tant qu'on n'a pas fait de mise en page, on ne peut pas aujourd'hui facturer un travail. Il y a même un nouveau phénomène, on les appelle les éditeurs de sac. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bureau, ils ont un ordinateur, un joli sac, mais ils se font de l'argent. Alors, que pensez-vous pour cela? Ben, si ça marche pour eux, tant mieux. Hein. Ah ben non, monsieur. Ben, moi, je ne sais pas comment vous répondre parce que ce sont des concurrents aussi. Non, c'est une concurrence quand même donc je sais pas. Les éditeurs, plutôt que se promener avec l'édition de sac, normalement, ils ont une raison d'exister parce que c'est pas tout le monde aujourd'hui qui peut être édité à Renaissance africaine. Donc il faut bien qu'il y ait le niveau, il est un peu plus haut. Bah oui, au niveau même, de la facture non, salée. pas facture, mais au niveau de la qualité en fait des œuvres. C'est parce que vous avez écrit 50 pages qu'on peut espérer être publié à Renaissance africaine. Non, non.
Mais on dit que l'écrivain, c'est un artiste, c'est un folie. Dans son jet, il met tout. Il met tout, mais sauf que la maturité vient au fil du temps. Hein. D'accord. Vous savez, dans la musique, chez nos confrères artistes, souvent, le premier jet est bon. Pour les artistes, quand tu fais un premier album, on pense que c'est ton chef-d'œuvre. En littérature, non. Il faut quand même aussi travailler, affiner ses mots, avoir une certaine dose de maturité. Aujourd'hui, il y a même plusieurs éditeurs qui n'acceptent pas les auteurs d'un premier ouvrage, par exemple. Ouais. Ils attendent que vous ayez, par exemple, plusieurs ouvrages. Après avoir effectué un chemin, vous pouvez envoyer. Mais chez nous, à Renaissance africaine, nous avons quand même élargi l'horizon. On accepte tout le monde, même surtout les jeunes auteurs. Mais il le faut bien parce que dans ce pays, les gens écrivent. Hein. Ouais. On va dire que le Congo est une terre de littérature. Ouais. De Jean Malonga, vous, on voit bien que... Malheureusement, aujourd'hui, il y a des périssements parce que l'édition coûte cher quand même, on doit l'avouer. Et aujourd'hui, les auteurs sont délaissés. Ils n'ont pas de structure en face qui peuvent les accompagner, les envoyer. Ailleurs, il y a des agents littéraires quand même, des cabinets comme ça, bénévolat, je ne sais comment, qui peuvent aussi structurer les auteurs et puis envoyer en fonction des éditeurs. Mais ici, les auteurs vont directement voir les éditeurs. Et puis, c'est pas facile. Souvent, il y a plus de chances d'être refusé. Donc, c'est une opportunité d'affaires pour vous? Bah, on peut le dire ainsi. Malheureusement, on n'arrange pas les auteurs aussi. Non, mais je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Oui. Alors, il y a un nouveau phénomène dans le milieu des écrivains congolais, c'est la coédition. J'ai discuté avec nombreux d'entre eux. La majorité me disent que c'est mieux de se faire coéditer que d'aller vers une maison d'édition. Alors, comment vous trouvez cela? Est-ce que cela ne tue pas aussi ça tue carrément le métier d'éditeur. Oui. Moi, ça me fait plus mal. Je ne pense pas que ça soit réellement ce qu'on appellerait littéralement coédition. En fait, c'est de l'arnaque. Les auteurs aussi sont devenus véreux. Renaissance, par exemple, pour l'instant, à Pinon-sur-Rue, à Paris, ici, ils n'ont pas de représentant officiel comme tel. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous envoyez un BAT, qu'on appelle bon à tirer à l'auteur, pour voir à quoi ressemblerait le livre, pour voir un peu le livre en version numérique, l'auteur va voir par exemple un imprimeur de rue ou à la cité, imprimer le livre, commencer à commercialiser. C'est pas une coédition, parce que coédition, c'est Renaissance par exemple, on est en coédition ou en partenariat avec un éditeur par exemple. Mais Renaissance étant à Paris, et des fois s'étonne qu'ici il y a des livres qui se vendent comme des petits pains, mais c'est une édition locale en fait, l'impression locale. Ils ont pris carrément tous les fichiers qu'on envoie à l'auteur. Et puis, ils impriment comme ça et ils vendent ça. Bon, je n'accuse pas Renaissance africaine, mais moi, je me dis, si cela se fait, c'est peut-être parce que les éditeurs aussi ne donnent pas assez d'ouvrages aux écrivains. Là, par exemple, j'ai rencontré un problème il y a une semaine. Je suis rentrée en contact avec une dame, que je tais le nom. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus ses livres. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, la maison d'édition m'avait remis 15 ouvrages. Donc, j'ai dédicacé, j'ai vendu, je n'ai plus rien. Je dois retourner vers eux. Et moi, je me dis que ce n'est pas normal. Qu'en pensez-vous? Et comment y remédier? En fait, cette dame ne doit pas être étonnée. Ça dépend du type de contrat qu'elle a eu à signer avec son éditeur. Mais souvent, ce sont des éditeurs qui font je crois, de l'impression à la demande, en fait. On vous imprime 1 ou 2, 3 exemplaires de votre livre. Mais ce qui n'est pas le cas chez nous. Parce que chez nous, nous éditons à partir de 50 exemplaires minimum par rapport au contrat. Quel a été votre bilan 2021? Je pense que... Au niveau de la maison d'édition? Oui, le bilan très mitigé. Et puis, bon, on n'a pas eu de bonnes ventes. Parce que toutes les grandes activités avaient été annulées par rapport à la pandémie de Covid-19. D'accord. Donc, c'est cette année quand même que nous avons remis les pendules à l'heure. Nous essayons de voir ce que ça va donner. Déjà, le salon du livre Paris n'a pas eu lieu. Et puis, les petites activités tout autour n'ont pas eu lieu. Donc, en tout cas, on a connu une mauvaise année. Heureusement, pendant que nous étions confinés, les livres continuaient à se vendre parce que les gens étaient confinés, mais continuaient quand même à lire. Cela a fait quand même que nous essayons de garder le personnel. Parce qu'ailleurs, il y a eu beaucoup de personnes qu'on a eu à envoyer. Tout mon niveau d'édition, l'équipe en tout cas, il n'y a pas eu de compression parce que nous avons eu quelques ventes. Est-ce que vous ne faites pas comme on dit, si on ne change pas l'équipe qui gagne? Jusqu'alors, ça va. Si l'équipe est en train de marquer, pourquoi la changer? Ah, super. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2022?
peut-être une prospérité. Parce que vous savez, je ne suis pas le seul éditeur à Brazzaville ou à Paris. Mais si on peut avoir une grâce de continuer toujours à exister, je pense que c'est la meilleure des choses. Le reste viendra après. Donc je vous dis bonne chance. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre entretien. Nous passons à la deuxième étape pour vous présenter l'écrivain talentueux Exaucé Elvin Ngamba-Silou. Paru en 2018, Un temps pour toute chose, mémoire d'un enfant de la rue, du romancier Elvin Exaucé Ngamba-Silou, a été primé au prix Dada Béanza 2019. Alors sur ce plateau, je le reçois pour nous parler de ce roman. Moi, je vous dirais que c'est une autobiographie, mais peut-être que l'écrivain dira non. Alors, Elvin, dites-nous, c'est un roman autobiographique? Oui, c'est un roman purement autobiographique. D'accord. Mais qui ne m'appartient pas, ça appartient à M. Elvez, qui est narrateur du récit. Alors là, ça c'est le jeu de mots, purement littéraire. Parce que moi, je m'appelle à l'état civil M. Elvin, et dans le livre, c'est M. Elvez. Donc, ça ne m'appartient pas du tout. L'auteur m'a eu, mais bon, on continue. D'accord, on comprend que c'est la pure fiction. Tout à fait. Ceci dit, mais on voit que vous êtes très attaché à vos racines congolaises. J'ai vu dans la page numéro 20 la présence de Poto-Poto, déjà qui est un arrondissement, et de la rue Bonziri, qui est d'ailleurs une référence de l'une des ruelles les plus célèbres de Poto-Poto. Pourquoi avoir fait ce choix? Là, je pense que je dois vous expliquer. Le livre écrit par M. Elvez parle plutôt de Ntoville. Ntoville, c'est une nouvelle ville, une ville voisine à Brazzaville, mais ça ne se passe pas à Brazzaville. Dans le Poto-Poto dont vous voyez dans le livre, ce n'est pas le Poto-Poto que vous connaissez à Brazzaville, en fait. Essayez un peu de comprendre cela. Bon, on va essayer. Amis lecteurs, achetez ce livre, lisez, vous allez comprendre une très belle histoire qui se passe dans Ntoville, bien que c'est un peu triste parce que c'est un enfant qui sort d'un foyer divorcé et qui se met à se chercher et à chercher ses parents. Et dans son parcours, l'enfant rencontre des personnes, dont Lovez, son amoureuse, rencontrée lors d'un concours d'orthographe. Alors racontez-nous un peu, monsieur Elvis. C'est un enfant qui était vraiment amoureux d'une fille, Lovez. L'enfant était en classe de CM2, préparait son CEP. D'accord. Et puis la fille était en classe de 6e. En fait, les parents n'ont pas compris que le chagrin de l'enfant venait carrément en fait, de ses envies d'être avec Lovez, mais il n'avait pas ce courage peut-être de dire à Lovez qu'il était maladivement amoureux de Lovez. Donc, au CM2. En classe de CM2, Lovez était en classe de 6e. Ouais. C'est fort, un enfant. Donc, cela, malheureusement, ce chagrin d'amour a été mal interprété par un charlatan de Poto-Poto qui a fabulé cela à la mère du jeune Elvez pour dire, comme on n'arrive pas à comprendre d'où vient son chagrin, je pense que c'est sa mère qui a peut-être ensorcelé. Et après, l'enfant va être mis à la rue. Donc, son mal est parti du fait qu'il était maladivement amoureux de Lovez. D'accord. Alors, vous avez aussi parlé du quartier OCH, Ngangalingolo, qui sont d'ailleurs les quartiers de Brazzaville. Vous avez évoqué les charlatans en Poto-Poto. On va dire comme ça, Poto-Poto, c'est la référence d'une communauté cosmopolite. Tout à fait. Et pourquoi avoir ciblé directement ces maisons, moi je vais dire de piété, où on voit les encens, les bougies. C'est simple, écoutez, Ntoville. D'accord. Le quartier réputé d'être une zone très, très fréquentée par des charlatans, je ne sais comment, c'est Poto-Poto. C'est Poto-Poto. Donc, vous savez, moi, dans mon écriture, j'essaie d'être réaliste quand même. Je ne peux pas parler, par exemple, de Madjibo pour dire que c'est réputé d'être une zone infestée de charlatans. Donc, je mets des points par point, j'essaie de retranscrire carrément l'histoire dans son authenticité. Voilà pourquoi j'ai parlé de Poto-Poto, qui existe aussi dans la vie réelle, qui est aussi une zone infestée de charlatans. La question de l'enfant vous tient à cœur? Tout à fait. Étant enfant, bien que je n'ai pas connu cette vie, mais j'ai été un peu à cheval entre les deux parents. C'est vers la fin que j'ai eu la chance de vivre avec mes deux parents, disons papa et maman. Moi, je connais un peu ce qui fait en fait, souffrir un enfant. Fait souffrir un enfant, tout à fait.
voilà, le manque de parents. Des fois, on veut se confier à maman, maman n'est pas là. Des fois, on veut se confier à papa, papa n'est pas. Donc, j'essaie un peu quand même d'expliquer cela au D'accord. fil des pages de mon livre. Alors, quelle est la place, ici je parle à l'écrivain mais pas au narrateur, quelle est la place de Dieu dans votre vie? Dieu a une place prépondérante dans ma vie parce que je suis chrétien. D'accord. Je pense qu'au commencement était la parole, cette parole avait été insufflée par Dieu. Donc pour moi, c'est l'être suprême. Alors, je vous ramène dans un autre registre. Ma plus grande bêtise, c'était quoi l'histoire? Qu'est-ce que le garçon avait fait? Mais ma plus grande bêtise, je parle un peu du système qu'on appelle boomé. Je ne sais pas si D'accord. vous avez connu cela. Il y a des enfants qui estorquaient, je ne sais comment, qui Oui. prenaient de l'argent des parents Oui. pour aller faire une bonne vie à la cité. Donc j'essaie un peu de raconter cela. C'est le jeune Elvès dans le livre qui rencontre un député, qui lui remet une forte somme pour essayer de se refaire pour faire sa vie. Malheureusement, il va boomer avec, il se remboîte, il prend... C'est d'ailleurs la vie de tous les adolescents, on va dire. Voilà, donc j'essaie un peu de raconter cela dans le livre en fait. Ok. Mesdames et messieurs, la coutume dans cette émission est de demander à l'auteur de lire un texte de son choix. Je m'en vais vous remettre ce livre. Vous allez choisir un texte et vous allez le lire pour notre plaisir. Merci madame. Alors, je m'en vais lire le 3e chapitre, intitulé « Une vie de partation ». Permettez-moi de faire une petite lecture. Allez-y. J'étais devenu un véritable enfant de la rue. Notre joie de vivre était liée au plaisir du vol. Dérober les porte-billets des passants était devenu notre véritable passe-temps. Avec cette crise financière qui avait plongé le pays dans le véritable chaos, les poubelles étaient devenues quasi vides et les rares qu'on espérait trouver se vidaient instantanément par les éboueurs de la nouvelle société d'entretien d'assainissement urbain à vos bras. La vie était très dure pour nous. Manger et boire était une équation à plusieurs inconnus. Nous ne vivions que d'expédients. Les soirs, ne sachions où dormir, nous étions comme l'oiseau sous la branche. Les étalages des marchés nous servaient de dortoirs et c'était souvent sous des débris de carton, puant parfois l'odeur du poisson salé que nous passâmes nuit sans couverture, à la merci des moustiques. Vêtus de haillons, on déambulait dans les rues sans aucune gêne. D'ailleurs, nous étions que des adolescents et l'on savait très bien que la pauvreté n'était pas un vice. Jadis, les vendeuses de friperies nous offraient quelques habits invendus. Hélas, depuis qu'une d'entre elles avait été molestée, dépouillée de toute sa fortune par nos collègues, les vendeuses de friperies ne voulaient plus nous voir rôder aux alentours de leur aire de vente. Nous payâmes alors les pots cassés. Monsieur Elvès, on comprend que ce texte parle des phaseurs. En réalité, c'est la vie des jeunes de la rue, donc des phaseurs. Un texte assez profond. Alors, pourquoi l'avoir écrit comme ça? Je l'ai écrit comme ça parce que j'ai vécu une petite partie de cette vie. D'accord. Souvent, j'avais l'habitude de me rendre dans la ville Poitiers à Pointe-Noire. Okay. Et puis après, je me suis familiarisé avec les enfants de la rue. J'ai essayé un peu de comprendre ce qu'ils vivaient. Et je me suis rendu compte souvent, c'est par ignorance qu'on essaie de les appeler enfants de rue. On essaie un peu de les déclasser. Donc, j'essaie un peu de parler de cela dans mes pages. Les gens comprennent en fait. D'accord. Comprenez, amis et amoureux de la lecture, ça c'est le regard de l'auteur. Qu'est-ce qui est l'objet de votre séjour ici à Brazzaville? Ouais, mon séjour à Brazzaville ici, c'est un séjour personnel parce qu'il y a 2 mois de cela, j'étais à Brazzaville, j'ai passé un séjour professionnel, j'ai rencontré plusieurs auteurs. Mais là, cette fois-ci, j'essaie un peu quand même de parler de politique parce que je serai candidat aux prochaines élections dans une circonscription à Madjibou. Donc, je suis venu pour rencontrer mes futurs électeurs, pour essayer un peu de voir avec eux quels sont les épineux problèmes à résoudre une fois que j'aurai la chance d'être parlementaire, afin que cela fasse partie de mon projet de société. On vous souhaite bonne chance. Revenons à la littérature. Merci. Quelles sont vos impressions après avoir découvert votre texte de mécanicien dans le Nouveau Horizon d'Afrique, classe de CM2? En tout cas, pour moi, c'était vraiment un réel plaisir. Je ne savais pas, j'étais à Paris et puis un ami poète, Gaëtan Goua, qui se rendait au marché pour acheter le livre de sa fille, qui était en classe de CM2. Il me fait savoir que j'étais sélectionné au nouveau programme scolaire.
En tout cas, pour moi, je pense que c'est la reconnaissance quantum parce que C'est plus qu'un sacre, on va dire. Tout à fait plus qu'un sacre parce que ils n'ont pas attendu que je sois peut-être passé à côté dans d'autres mondes pour qu'on me fasse cette consécration. Et quel conseil donnerez-vous aux auteurs paresseux? Ben, je leur demande de beaucoup travailler parce que par rapport à Horizon d'Afrique, si ce n'était pas le mérite, je ne pense pas que je pouvais aussi être là-dedans. Parce que j'ai beaucoup travaillé, il ne faut pas être paresseux. En plus, on n'écrit pas parce que on va être le prochain Elvez dans l'Horizon d'Afrique, on va être le prochain Elvez pour tel prix, non. On écrit parce qu'on a quelque chose à dire, on a un message à passer, on écrit parce qu'on veut vraiment laisser ses empreintes dans ce monde. Pendant ta recherche littéraire ou ton parcours, quel est l'écrivain qui t'a séduit, qui t'a plus marqué par ses textes ou son travail? À l'école, on m'a imposé malheureusement un auteur. L'auteur imposé, c'était Kamara Lai, avec son texte d'Enfant Noir. Enfant Noir. J'ai aimé cela. C'est lui qui m'a donné le goût du roman. Et quand j'écris, vous avez l'impression que tous mes romans, ce sont comme des textes autobiographiques. Oui. Parce que j'ai pris cela de lui. Et même la personne qui m'a donné le goût vraiment de me lancer en littérature, c'est Kalissa Ekama. Personnellement, aujourd'hui, elle n'est plus, mais c'est grâce à elle, je me suis dit, si cette fille écrit, pourquoi pas moi? En fait, c'est par jalousie peut-être. Jeune auteur. Ouais, c'est par jalousie, je me suis dit, il faut bien que je me lance dans l'écriture. Quel est votre projet littéraire de cette année? Je ferai une trilogie d'œuvres. Je suis en train de peaufiner, voilà. Et sinon, parmi tant d'autres, nous avons aussi la continuité. Nous allons lancer bientôt l'ouverture des candidatures. La deuxième édition du prix Pierre Ntsemo que nous avons organisé l'année passée. L'année passée, mais ça c'est super. Alors, merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Vous êtes chez vous, revenez quand vous pouvez. Merci, le plaisir. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette belle émission. Nous avons passé un super moment dans l'univers de Elva Exaucé Ngambansilou. Et je vous dis à très bientôt avec un autre auteur.